Alors que le budget 2026 se prépare et que le gouvernement a annoncé vouloir trouver 40 milliards d'euros à économiser, nous nous trouvons dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et qui nous amène à nous interroger sur la TVA sociale. Nous vous proposons donc cet échange en prise avec l'actualité et sans diaporama. La TVA sociale est-elle une piste sérieuse pour financer la Sécu? Bonjour, je suis Timothée. Bonjour, je suis Noémie et le sujet qui nous occupe aujourd'hui est effectivement la TVA sociale. Alors la TVA sociale, ici, elle se traduirait comme la modification des modalités de financement de la sécurité sociale en affectant une fraction de TVA pour compenser ou non une baisse de cotisation sociale. Donc, la baisse d'un point de cotisation sociale, ça représenterait environ 10 milliards d'euros de pertes, ce qui pourrait être du coup compensé par une hausse de TVA. Chaque point de TVA à taux normal supplémentaire représentant environ 8 milliards de recettes. Une baisse d'un point du taux de cotisation patronale devrait donc être compensée par une hausse d'environ 0,8 points de l'ensemble des taux de TVA pour que le produit total des prélèvements obligatoires lui reste inchangé. Dans un contexte de déficit de la sécurité sociale de 15 milliards, si la baisse de cotisation sociale peut être un facteur de gain de compétitivité pour nos entreprises, son financement par la TVA interroge. En effet, la TVA, c'est un outil protectionniste parce qu'elle frappe davantage les importations que les exportations. Mais le passage du financement de la sécurité sociale du travailleur vers le consommateur interroge, puisque au final, bien que la TVA soit collectée par les entreprises, c'est toujours le consommateur qui la paye. Ça donc provoque un changement de paradigme, à la fois sur la philosophie du système dans son ensemble, mais également sur le caractère de justice sociale du financement de notre sécurité sociale. Si la TVA est une ressource dynamique, l'effet de son augmentation, elle est probablement insuffisante pour combler celle des dépenses qui croît déjà dans l'ensemble des risques. Et elle devrait d'ailleurs, sous l'effet de la démographie et du progrès technique, continuer à croître. Et puis enfin, le niveau de TVA en France, il est certes un petit peu plus faible que la moyenne de l'OCDE et de l'Union européenne. Elle reste spécifique puisqu'elle est partagée entre l'ensemble du secteur public, ce qui rend sa gestion plus difficile dans un contexte où l'ensemble des acteurs du secteur public font également face à des besoins croissants au niveau budgétaire. Dès lors, cette proposition de TVA sociale, elle doit répondre à un double enjeu, un enjeu de maîtrise de l'équilibre financier, mais également de modification de notre modèle de financement. Et on va s'intéresser à savoir si la TVA sociale répond donc bien à ce double enjeu. Tout d'abord, Noémie, on a parlé en début de cette introduction du retour de cette idée. Pourquoi parle-t-on de retour de l'idée de TVA sociale? En fait, Timothée, c'est une sorte de marronnier de la politique française. Puisque déjà en 2007, Jean-Louis Borloo annonce à la veille des élections législatives son intention de créer une TVA sociale pour améliorer la compétitivité de l'économie française en baissant le coût du travail. Devant l'impact négatif de cette mesure sur l'opinion publique, le projet sera abandonné et le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, a dit regretter d'ailleurs de ne pas l'avoir adopté. En l'annonçant vouloir financer la sécurité sociale davantage par la consommation et moins par le travail lors de l'émission sur TF1, le président de la République, Emmanuel Macron, a créé le renouveau du débat. En effet, le principal outil fiscal qui repose sur la consommation, c'est la TVA. C'est donc assez logiquement que Mme Binet, secrétaire générale de la CGT, a parlé de TVA sociale. Le sujet a ensuite été repris dans l'actualité. Et on voit bien que cette expression, elle est reprise et elle est au cœur du débat. Donc Timothée, on parle ici d'un modèle français de la sécurité sociale, mais finalement, de quoi parle-t-on? Alors, on parle d'un modèle historique qui est à la fois plus bismarckien et plus généreux que la moyenne. D'abord, le modèle français est plus bismarckien puisque, jusque dans les années 1980, le financement de notre sécurité sociale repose uniquement sur le travail et notamment les cotisations patronales. Et lorsque les dépenses croient à un rythme important, jusque dans les années 90, le rythme de cette croissance des dépenses va être compensé par une augmentation finalement des cotisations sociales. Et on ne va pas finalement interroger de façon fondamentale le régime de financement dans sa philosophie générale. En 1965, par exemple, les données de l'OCDE font état d'un niveau de cotisation de 15% du PIB en France, alors que le pays qui est juste derrière dans le classement, les Pays-Bas, sont déjà 4 points de PIB en dessous de la France. Donc on voit bien qu'il y a un poids
prépondérant des cotisations sociales dans le système français. Mais ça, c'est aussi parce que le régime français, il est particulièrement généreux. Avant même la création des dispositifs universels, tels qu'on les connaît, tels que la CMU ou le RSA, le poids de la sécurité sociale, il est déjà plus élevé que la moyenne et il croît. C'est-à-dire que le poids de la sécurité sociale va passer de 16,3% à 23,8% dans les années 1980. Par ailleurs, cette dynamique va être accrue puisqu'on va créer des dispositifs de plus en plus généreux et de plus en plus universels. La couverture maladie universelle, le RMI, puis le RSA. Ces dispositifs de sécurité sociale ont donc muté vers une logique plus universelle, ce qui veut dire que les niveaux des droits sont décorrélés du niveau de cotisation sociale. Il n'y a pas besoin de cotiser pour toucher le RMI ou le RSA. La CMU permet des droits pour tous. Dans un système financé par le biais des cotisations sociales, un tel niveau et un niveau aussi universel de droits est relativement rare. Cependant, c'est un modèle qui fait une certaine fierté française. Du coup, Noémie, pourquoi avoir voulu faire évoluer ce modèle de financement ? Alors, je pense que cette évolution, elle se pose surtout sur la juste répartition du financement. Parce que, comme tu l'expliquais, la montée de l'universalisation des droits en France, elle est à ce jour payée par le travail essentiellement, et elle a moins de sens. La création de la CSG en 1991 n'a globalement pas remis en cause ce principe, puisque ce sont les revenus qui lui sont assujettis. Alors certes, d'autres revenus, comme les revenus financiers, contribuent au financement de la sécurité sociale, mais ils sont moindres par rapport aux cotisations. On peut s'interroger sur le fait de faire payer un droit sur une population spécifique pour un droit ouvert à tous. En tout cas, ça pose un sujet d'acceptation pour l'ensemble de la population. Également, à ce jour, le poids de la protection sociale, elle ne repose plus que sur les actifs. Et ce, même si c'est un poids de financement important, soit 1/3 du PIB. Dans un contexte d'économie ouverte, avec une intégration des chaînes de valeur mondiales qui conduit à une compétition entre pays, les coûts salariaux unitaires sont un facteur majeur de comparaison entre pays pour créer de l'emploi. En effet, les cotisations sociales, elles continuent à accroître le coût du travail. Ainsi, entre deux pays, toutes choses égales par ailleurs, un producteur aura tendance à localiser sa production dans le pays où produire est le moins cher. Et cet effet, il est d'ailleurs même renforcé par l'abolition des barrières commerciales au sein de l'Union européenne. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai pour les secteurs où le facteur prix est particulièrement décisif, comme l'industrie par exemple. Donc face à ce constat, Timothée, concrètement, la TVA sociale, est-ce qu'elle existe encore ? Je dirais même qu'elle existe déjà. Oui, parce que les pouvoirs publics, du coup, pour répondre aux objectifs que tu as cités, ont déjà réduit assez sensiblement les cotisations sociales et ils ont régulièrement compensé par des affectations de TVA. Alors, le premier exemple qu'on pourrait citer, c'est le crédit impôt compétitivité emploi. Alors, le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, n'est pas une baisse de la cotisation sociale au sens strict, mais une baisse de la fiscalité qui est affectée à l'État. Mais cette baisse est calculée en fonction du niveau de cotisation sociale déjà payé par les entreprises, donc avec un remboursement via l'impôt sur les sociétés. Le coût de ce dispositif va être en partie financé en fait en 2014 par une augmentation d'un point de TVA passant de 19,6 à 20%, ce qui permettrait du coup de financer une baisse de cotisation sociale à hauteur de 13 milliards d'euros. On passe aussi le taux intermédiaire de 7 à 10%. Alors, ce dispositif, il avait un avantage quand même assez important, c'est qu'il n'amoindrissait pas les flux financiers vers la sécurité sociale, que l'ensemble de l'ingénierie était du coup porté par l'État. Parce que c'était une baisse de l'IS qui est affectée à l'État et qui était remboursée a posteriori. Mais, vous l'avez bien compris, c'était un dispositif qui était assez peu lisible, qui créait des ruptures temporelles, puisque les remboursements arrivaient avec plusieurs années de décalage. Dès lors, en 2017, ce dispositif a été supprimé et remplacé par des allègements de cotisations sociales qui, elles, ont été compensées par des affectations de TVA. Donc, on baisse les cotisations sociales à hauteur du CICE, mais par ailleurs, on poursuit aussi de façon assez importante d'autres baisses de cotisations sociales, notamment on baisse les cotisations des employeurs à l'assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, et on allège aussi les cotisations sociales à l'assurance chômage et au régime de retraite complémentaire. Donc tout ça représente un allègement significatif. On voit donc que le poids des cotisations sociales baisse.
on peut donc s'interroger, est-ce que le modèle spécifique français qu'on a décrit jusque-là existe encore, Noémie? Alors, au vu des allègements successifs que tu viens de nous décrire, on constate effectivement une évolution profonde du modèle de financement, avec un poids des cotisations sociales qui a effectivement diminué. La France n'est plus le premier pays de l'OCDE, avec un poids de 14,56% du PIB, soit moins que l'Allemagne et que 4 autres pays. Même si elle reste dans le groupe de tête, les cotisations sociales jouent en France un rôle amoindri. Également, la TVA est devenue une source importante au sein de la sécurité sociale. C'est 29% qui sont affectés au financement de la sécurité sociale contre 7% en 2015. En 2023, la sécurité sociale recevait donc 57 milliards d'euros de TVA. Pour autant, le niveau de dépenses reste sensiblement plus élevé que la moyenne de l'OCDE, de 30 contre 21% du PIB, sans que la France ne soit le pays le plus généreux. Au global, la France n'est donc plus si spécifique que ça. Pour autant, ces évolutions profondes, est-ce qu'elles ont vraiment rempli leurs objectifs, Timothée ? Oui, il est peut-être temps de tirer un bilan de ces affectations de TVA à la sécurité sociale. Alors, on rappelle que les baisses de cotisations sociales, elles avaient 2 objectifs de politique publique principaux. Relancer la création de l'emploi et diminuer le chômage, et accroître la compétitivité de l'économie. Alors, sur les effets économiques de cette politique, on constate que c'est vrai, les coûts salariaux unitaires ont eu tendance à connaître une évolution plus maîtrisée que par le passé, voire à diminuer. Aussi, sur ce point-là, c'est plutôt un objectif tenu. Pour autant, cet objectif ne s'est pas traduit par une création d'emplois, contrairement à ce qui était attendu. Dans une note de 2019, le Conseil d'analyse économique souligne donc que la création d'emplois a été certes effective, mais pas non plus extraordinaire, jusqu'à 1,6 SMIC. Et au-delà d'1,6 SMIC, en fait, il n'y a plus aucun effet du fait de la baisse des cotisations sociales sur la création d'emplois. Donc on a créé des emplois, mais plutôt des emplois peu rémunérés. Par ailleurs, et c'est peut-être le deuxième point du bilan qu'il faut tirer, c'est que l'affectation de TVA a eu des effets financiers assez importants, et la baisse des cotisations sociales pareillement, puisque la TVA est partagée entre tous les acteurs publics sans qu'il y ait une vraie clarté dans la doctrine d'affectation. On a affecté de la TVA parce que c'était la ressource disponible, sans vraiment réfléchir à l'articulation globale. Du coup, ça entraîne une certaine insécurité juridique sur les affectations, comme le note le Conseil de prélèvement obligatoire en 2022. Par ailleurs, ça a aussi conduit à des sous-compensations assez régulières sur certains dispositifs d'allègement de cotisations sociales qui entraînent des manques à gagner pour la sécurité sociale, notamment certains chiffrent jusqu'à 3 milliards. C'est le rapport Ferracci-Gage publié en 2022. Pour autant, malgré ce bilan qui reste, on peut dire, modeste, quels sont les termes du débat qui continuent à s'ouvrir sur la question de la TVA sociale ? Alors, les termes du débat, elles se posent surtout sur l'exonération des cotisations sociales. Pour certains économistes, c'est plutôt sur les patronales pour réduire le coût du travail. Ils y voient un levier pour diminuer le prix à l'export et augmenter le coût à l'importation. En effet, vu le fonctionnement de la TVA, il est possible de déduire de la TVA acquittée lorsque le produit part vers l'export, tandis que les importations, elles, resteront taxées. Alors, il y a d'autres économistes qui plaident, eux, pour une baisse sur les cotisations salariales pour accroître le pouvoir d'achat. Donc là, la baisse des cotisations sociales pourrait accroître le salaire net, effectivement touché par les salariés, ce qui pourrait favoriser la consommation et, in fine, les rentrées de TVA. Enfin, il y a également l'idée d'exonérer les cotisations sociales pour faire évoluer les freins du financement qui reposent à ce jour trop sur le travail, comme le souligne l'économiste Eric Heyer de l'OFCE, qui souligne qu'il n'y a aucune logique à ce que la maladie et la famille soient financées par les cotisations des employeurs, alors qu'il s'agit d'une protection universelle qui profite à tout le monde. Et dès lors, si on poursuit dans cette politique, quels seraient les effets attendus de cette évolution ? Alors moi, j'en vois 3. La première, c'est l'amélioration possible effectivement de la compétitivité à l'export et la baisse des coûts salariaux unitaires qui pourrait conduire à long terme à une hausse de l'emploi. Il y a également le financement qui reposerait donc désormais sur le consommateur, créant un débat sur le potentiel appauvrissement des travailleurs. En effet, la TVA va inévitablement créer une inflation sur les produits finaux.
Et enfin, probablement des ressources élevées en plus dans un contexte de besoin de financement croissant, souligné par Guillaume Duval, l'ancien rédacteur en chef d'Alternative économique. On voit donc que la TVA a été présentée comme un petit peu comme un outil miracle des politiques publiques. Beaucoup de ressources, beaucoup d'avantages. Pour autant, les effets semblent beaucoup plus nuancés, alors qu'on constate que son utilisation comme outil de politique publique a été très importante. Alors que le débat tourne beaucoup autour de ce sujet, plutôt que de s'interroger sur le sujet du financement de la sécurité sociale de façon plus globale, il convient aussi de rappeler que beaucoup d'acteurs font part de leurs craintes au sujet de la TVA sociale. C'est un objet qui a sensiblement un caractère polémique. Aussi, objectivement, Noémie, est-ce que tu dirais qu'il y a une chance que l'on voit une TVA sociale mise en œuvre à court terme pour financer la sécurité sociale ? Alors les chances, elles sont faibles, parce que les parlementaires et les organisations syndicales sont deux acteurs avec une forte légitimité dans la gouvernance de la sécurité sociale, et en fait, ils s'y opposent. La TVA, c'est un outil anti-redistributif dans le sens où il pèse plus sur les pauvres. En effet, plus le revenu croît, moins la part de celui-ci est consacrée à la consommation. L'effort demandé aux plus modestes sera donc plus important que celui que devront fournir les plus aisés. Mais également, il y a le risque de voir la place du travail réduite dans la gouvernance de la sécurité sociale. Ça questionne réellement la place des partenaires sociaux aujourd'hui au sein des organismes. Et enfin, il y a également le risque de voir le pacte social autour de la sécurité sociale fragilisé par un financement moins juste. Le pacte social, il sous-entend un accord sur le principe de je cotise selon mes moyens et je reçois selon mon besoin. Or, sur un financement par la consommation, l'engagement, il n'est plus du tout affiché de la même façon. Donc, d'un point de vue plus général, est-ce que toi, tu verrais d'autres raisons qui pourraient empêcher la TVA sociale ? Alors, selon moi, une des difficultés importantes, c'est la concurrence des besoins, alors que la TVA a été fortement partagée, affectée à l'ensemble du secteur public. Les impôts locaux ayant été supprimés, ils ont été compensés par des affectations de TVA également, ce qui veut dire que la TVA, qui autrefois est financée uniquement l'État, finance maintenant l'ensemble du secteur public. Or, ces affectations ne sont pas toujours très bien articulées, ce qui complexifie les choix. Et par ailleurs, qui peut entraîner une certaine défiance entre les acteurs publics. On peut penser que dans un contexte budgétaire compliqué, en particulier pour l'État, il y aurait peut-être une tentation, à l'occasion d'une affectation de TVA liée à une augmentation de celle-ci, de conserver une partie de la TVA pour le budget de l'État et donc de sous-compenser finalement les allègements de cotisations sociales décidés. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'UNEDIC, où en fait l'affectation de TVA a été minorée pour financer la politique de formation professionnelle supportée par l'État, et donc qui a complexifié la trajectoire de désendettement de l'UNEDIC. Cette défiance, elle est renforcée parce qu'évidemment, les collectivités territoriales connaissent elles aussi des difficultés budgétaires importantes, avec des risques d'efforts financiers à venir. Et donc, dans ce contexte, finalement, toute décision relative à la TVA, elle nécessite finalement une discussion entre l'ensemble de ce secteur public. On voit donc que la TVA, son affectation devient un petit peu compliquée. Finalement, à l'image du modèle de financement de la sécurité sociale dans sa globalité. Est-ce que ce débat sur la TVA sociale, ça ne serait pas l'occasion de trouver des pistes qui améliorent à la fois la soutenabilité, mais aussi améliorent la lisibilité de notre système de financement ? Alors, il y a effectivement d'autres pistes qui ont déjà vu le jour, comme par exemple l'articulation avec l'impôt sur le revenu et la CSG, qui pourrait être améliorée, voire même fusionnée. Alors, elle comporte aussi un risque politique et elle pourrait également augmenter des recettes fiscales. Et l'augmentation de la CSG sur ceux qui y contribuent moins reste, comme par exemple les retraités, reste un sujet en tout cas sensible. On peut se poser la question aussi si on peut améliorer la cohérence globale du système. Ce serait peut-être pertinent de réfléchir sur les recettes, notamment dans un texte commun, ce qui pourrait suggérer une fusion du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, au moins sur le volet recettes. Est-ce que tu vois, toi, d'autres pistes de financement ? Alors,
Je pense qu'il est peut-être intéressant, alors c'est un sujet abordé régulièrement dans la politique française, mais la question des niches sociales et de leurs effets économiques et sociaux mérite peut-être que l'on se penche sur leur existence. En effet, les niches sociales dans leur globalité, c'est à peu près 18 milliards d'euros, dont on sait certains dispositifs ont une efficacité économique limitée, voire nulle, et avec des effets sociaux assez importants en défaveur des ménages modestes. Ce sont des dispositifs qui profitent plutôt aux ménages aisés. On peut penser notamment à l'allègement de cotisations sociales sur les aides à domicile, qui est un dispositif régulièrement critiqué, notamment pour son inefficacité relative. Par ailleurs, en fait, à partir du moment où de l'affectation de fiscalité est devenue courante, techniquement, n'importe quelle ressource fiscale pourrait être affectée à la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on a entendu pêle-mêle la taxe Zuckman qui pourrait être affectée à la sécurité sociale, une réforme de la taxe sur l'héritage qui comprendrait un volet affecté à la sécurité sociale, voire de la fiscalité environnementale qui serait là aussi affectée à la sécurité sociale. Pour autant, cette piste me semble avoir au moins deux limites, puisque à chaque fois, on parle de montants qui semblent relativement faibles au vu des besoins de financement de la sécurité sociale. Et par ailleurs, on parlait de complexité du modèle de financement de la sécurité sociale. Là, on parle d'objets qui n'ont pas forcément de lien direct avec ce que finance la sécurité sociale. Et donc, on n'est pas sûr que l'on améliore fondamentalement la lisibilité de notre modèle de financement de la sécurité sociale en usant de tels dispositifs. Donc finalement, est-ce qu'on peut vraiment s'abstenir d'une réflexion sur les dépenses ? Alors effectivement, c'est là sans doute un des cœurs du sujet qui amène à poser la question de la TVA sociale. C'est que la dépense reste un sujet majeur au sein de la sécurité sociale, son périmètre, mais surtout sa dynamique. C'est-à-dire que tant que la dynamique des dépenses restera supérieure à la dynamique des recettes, le déséquilibre financier se maintiendra. Et donc la TVA, qu'on l'affecte ou pas à la sécurité sociale, que ce soit le choix de la TVA, tant que la dynamique des recettes sera inférieure à la dynamique des dépenses, la difficulté budgétaire se maintiendra. Et c'est aussi le sens du rapport du HCFIP sur la maîtrise des dépenses et de l'ONDAM, qui rappelle qu'on va faire à l'avenir face à une augmentation des facteurs lourds de dépenses, démographie, nouveaux besoins, progrès techniques. Tout ça, c'est des facteurs qui sont importants et qui vont pousser à l'augmentation des dépenses. Et dans ce contexte, il s'agit surtout d'avoir une réflexion d'ensemble. Par ailleurs, un rapport des trois hauts conseils, donc Avenir de l'assurance maladie, Famille, Enfance et Âge et Financement de la protection sociale, soulignait qu'aujourd'hui, la proposition consistant à alléger les cotisations sociales pour compenser par de la TVA ne résout absolument pas la question du financement global de la sécurité sociale qui reste en déficit. Et là, en proposant cette solution, nous ne réglons pas du coup cette problématique. Donc pour conclure, du fait de son rôle majeur dans le pacte social de la France, une décision de modification aussi profonde ne peut que passer par une décision discutée dans un cadre démocratique. Or, en l'état, elle ne fait pas l'objet d'un consensus explicite. Dès lors, il apparaît à l'heure des 80 ans de la sécurité sociale de s'interroger dans un cadre beaucoup plus global sur les modalités de financement et les choix que la société doit effectuer pour la sécurité sociale.